Jean-Marie Darmian, toujours, on nous fait une belle démonstration sur le sujet. Non, non, je n'aime pas le chiffre de grand chantier parce que ça me fait penser à la manière d'un Catini Fouquet. Monsieur le Président, mes chers et chers collègues, au bout d'une quarantaine d'années passées dans la vie publique au service des valeurs dans lesquelles je crois plus que jamais, je suis certain qu'un budget, et j'ai calculé, je me suis amusé à faire le calcul ce week-end, c'est le 63e que je présente, est davantage le reflet d'un choix d'une stratégie de gouvernance de la collectivité que d'un acte financier seulement analysable de manière comptable. Je parle de stratégie budgétaire, je ne parle pas de chiffres ou de comptabilité budgétaire, puisqu'on sait fort bien qu'un budget n'est qu'une intention d'utilisation et n'est pas forcément, comme le compte administratif, la réalité du fonctionnement. Ce constat s'est retrouvé renforcé au fil des 2 dernières décennies, et je mets tout le monde dans le même panier, par la volonté changeante mais constante du pouvoir national de revenir sur la décentralisation. En recentralisant les décisions financières et en multipliant des réformes destinées à mettre sous sa coupe nos recettes, quand je dis nos recettes, c'est celles des collectivités territoriales en général, et donc nos dépenses, sans attenter de manière ostentatoire à l'existence, par exemple, des départements. Il est mieux d'étrangler que de tuer par balle. Tant le président, par de multiples initiatives, que votre serviteur dans les présentations budgétaires, et ce, quelle que soit la majorité nationale, j'ai relu, où bon nombre d'entre nous dans cet hémicycle à des degrés divers, et tout le monde, je parle quand je dis bon nombre d'entre nous, c'est l'opposition comprise, nous avons dénoncé cette lente strangulation de notre liberté politique de gestion. Les départements dont l'existence est périodiquement remise en cause ont échappé aux attaques uniquement, et je pèse mes mots, j'ai la liberté de parole en ce moment, parce que l'État n'a jamais trouvé une solution pour transférer vers d'autres niveaux de collectivité les actions concrètes de solidarité que nous menons. Le jour où il aura la solution, on en reparlera. Ce budget 2021 marque donc une nouvelle étape dans la mise en place de la nasse financière dont vous ne mesurerez la solidité que dans 2 ou 3 ans après l'échéance présidentielle. C'est une prédiction de boule de cristal. Il va nécessiter pour l'année qui s'ouvre un renforcement de notre aptitude à mettre en œuvre une résilience financière supérieure à celle que nous avons bâtie lors des années antérieures. Le Conseil départemental de la Gironde n'aura pas d'autre choix objectif que de tenir bon face aux contraintes qui lui sont imposées et de tenir le cap de la réponse aux enjeux de l'avenir dans le secteur, par exemple, de l'éducation, de l'équité d'accès aux services, de la solidarité territoriale et de la lutte durable et constructive contre une crise socio-économique qui ne cesse de se développer. Tous les rapports qui vous ont été présentés s'inscrivent dans ces 4 priorités et ont été adoptés, je le crois, avec le sentiment d'être utiles à la puissance publique. Pour atteindre ces objectifs, il faut donc bâtir, dans un nouveau contexte totalement différent du précédent, une stratégie solide et fiable donnant la priorité aux investissements de demain. Le budget 2021, c'est priorité aux investissements. C'est un choix assumé et qu'il faudra porter vis-à-vis de l'opinion publique. Priorité à la transition sociale et écologique et la réponse aux défaillances d'un État qui a perdu, on parlait autrefois d'État-providence, et qui n'est plus du tout providence, cette vertu qui était quand même tant soit peu républicaine, puisqu'elle avait un brin d'égalité, de fraternité, et j'allais dire aussi de solidarité. Notre stratégie budgétaire qui vous est proposée pour 2021 reposera donc sur 4 principes clairs de la résilience. L'adaptation dans la continuité. Adaptation dans la continuité. Ne pas changer sur nos valeurs, mais continuer à les appliquer, mais nécessairement s'adapter. En révisant les bons repères du mandat écoulé dans le fonctionnement et dans les adaptant à une nouvelle donne de nos recettes, puisque nous partons de nos recettes. Deuxième principe, la priorité assumée lucidement, et je le répète, en faveur des investissements indispensables pour faire face
à l'augmentation de la population et aux besoins qui sont liés à nos compétences. Quatrième axe, clair, la préservation absolue de nos politiques de solidarité humaine et territoriale. Tous les rapports qui vous ont été présentés tournent autour de cette préservation de nos politiques et de continuité de nos politiques. Peut-être aussi quelque chose qui tient de la résilience pure, le refus d'être dans la réaction subie permanente, mais dans l'action constructive, volontaire, cohérente et adaptée aux évolutions sociétales et environnementales. Nous ne devons pas perdre l'idée que c'est parce que nos recettes sont bloquées qu'il ne faut pas innover. Au contraire, je crois que ce budget 2021 doit porter encore plus d'innovation. Ça a été le cas dans tous les rapports que j'ai entendus dans la journée. Le premier axe, la continuité, a été, et je vous donne la clé du budget 2021, il a été concrétisé par la construction d'un budget sur les fondations indiscutables pour leur sincérité, les estimations fiables à 90% des résultats du compte administratif 2020. Nous n'avons pas rien modifié, nous avons simplement tenté d'adapter les dépenses 2021 aux dépenses 2020. Comme ça, il n'y a pas de discussion sur des augmentations qui seraient opportunistes ou qui seraient liées à un contexte électoraliste. Si dans la tourmente de la crise sanitaire, nous avons trouvé les ressources pour faire face efficacement aux défis qui ont été placés sur le chemin de notre action par la dégradation constante de la situation du pays, nous pouvons espérer ainsi tenir le cap en 2021 sur les mêmes bases. Alors soyons transparents. Le budget 2021 présente donc, et je le dis haut et fort, et je peux le démontrer, une prévision plancher. C'est une prévision plancher, de telle manière que nous puissions faire face en cours d'année aux exigences de la situation sociale. Je l'ai dit, je ne sais plus, à la commission des finances, nous avons reçu le premier appel de fonds pour le RSA pour janvier. Il est à 23 millions d'euros. Si vous multipliez 23 millions d'euros par 12, la somme qui vous a été citée par Denise ne correspond plus déjà à l'estimation dès le premier mois de janvier. Donc nous avons fait un budget plancher de telle manière que si les recettes s'améliorent, et elles s'amélioreront pour certaines d'entre elles, si ces recettes s'améliorent, nous puissions automatiquement, OBS, vous puissiez, vous, OBS, modifier ces sommes-là à partir de quelque chose qui existe. Si nous avions tout mis en œuvre de suite, eh bien forcément, il y aurait à un moment de l'année 2021 où ça serait difficile. Les prévisions aussi, je le dis avant qu'il y ait des interprétations habituelles, les prévisions sont au maximum en volume d'emprunt. C'est ce qu'on appelle des emprunts d'équilibre budgétaire. Jamais dans l'histoire du département, l'emprunt d'équilibre budgétaire a été réalisé intégralement. Parce que c'est le rythme des investissements, c'est la nature de notre autofinancement, c'est la vitesse à laquelle ça se réalise. Donc le chiffre qui vous est présenté, c'est un emprunt d'équilibre et une tendance nécessaire. Nous le savons que cet emprunt d'équilibre sera lié à la vitesse de réalisation du plan collège. Et j'allais vous dire, souhaitons tous que cette vitesse de réalisation du plan collège soit l'égale de ce que nous espérons tous. Mais malheureusement, il y a un certain nombre de paramètres qui nous échappent et qui peuvent ralentir cette course. Être prudent au départ, c'est ce que j'ai toujours essayé au nom du président de faire, de telle façon que nous ne nous mettions jamais en danger dans la suite de l'année. Le second axe concerne les investissements avec deux points clés, qui sont les deux points forts de ce budget. Un volume global jamais atteint d'investissement proposé à votre vote. Jamais. Jamais. J'ai regardé, M. De Fronas, sur le milliard du mandat précédent. Peut-être que c'était en francs, mais pas forcément en euros. Mais après, on en reparlera, je vous enverrai le détail. Ce volume qui n'a jamais été atteint, il est lié au plan collège. Le plan collège n'a jamais atteint le niveau sur lequel il vous est proposé sur le budget 2021. C'est un risque, c'est un choix,
mais avons-nous vraiment la possibilité de refuser de construire des collèges? Avons-nous vraiment la possibilité de ne pas répondre à l'attente des gens du département? J'en doute beaucoup. Je pense que si le président veut présenter dans le mandat suivant une perspective d'investissement à 1,5 milliard ou à 1,3 milliard, il ne sera pas loin de la vérité à la fin du mandat futur. Le troisième axe est confirmé par l'adoption de tous les rapports qui vous ont été présentés. Je n'ai pas entendu de rapport. J'ai même entendu qu'il fallait améliorer, je l'ai noté, un certain nombre de dépenses qui ne sont pas encore à la hauteur des exigences que l'on peut avoir à la matière. Aucun d'eux, je dis bien aucun d'eux, n'a présenté une modification de règlement entraînant un renoncement à une politique menée. La recherche de l'efficience, par contre, a été portée par chaque membre de l'exécutif à la demande expresse du président. Et c'est vrai, en matière d'efficience, des ajustements ont été réalisés. Ça vous a été décrit dans les rapports. Enfin, et j'y tiens, l'innovation est au cœur de ce budget avec la recherche de nouveaux processus de mise en œuvre des politiques, notamment dans le secteur social. Et je pense qu'il y aura des évolutions à ce niveau-là qui seront portées par le président dans les prochains mois. Il m'appartient donc, avec un minimum de repères, de vous tenter de vous démontrer sans espoir, autre que celui de me convaincre moi-même, que ce budget-là est un budget positif dans un contexte difficile. Je l'admets, on peut avoir des désaccords et je suis ravi qu'il y ait des désaccords parce que c'est le signe que nous sommes dans une assemblée démocratique et je suis toujours content de répondre aux critiques. Le contexte est modifié. Le contexte est modifié. Il ne sera pas modifié pour les communes. Rassurez-vous, on reparlera des communes dans 3 ans. Il est modifié déjà pour les communes avec le fait que je ne vois pas beaucoup de maires voter en conseil municipal l'augmentation de la seule taxe qui leur reste, le foncier bâti, c'est-à-dire sanctionner les propriétaires alors que les locataires sont exonérés de contribution à l'effort collectif. On sait ça au département il y a longtemps. La suppression du levier fiscal. Outre le débat sur le budget, la suppression du levier fiscal, pour moi, est anti-républicaine. Je pèse mes mots. Le levier fiscal, il est discutable. Le levier fiscal, il est polémique. Le levier fiscal, il est souvent décrié. Mais le levier fiscal était le reflet d'une vraie volonté politique de gestion. Nous ne l'avons plus. Il en découle de ça une absence de dynamisme en 2020 constatée et l'évanouissement des perspectives de dynamisme que l'on avait chaque année pour les 2 années qui viennent, 2021 et 2022. Le pacte de Cahors. Le pacte de Cahors. Une longue aventure, le pacte de Cahors, surtout en Gironde. Le pacte de Cahors, on va sûrement en reparler du pacte de Cahors, parce que c'est une obsession ce pacte de Cahors. Mais ce pacte de Cahors, je rappelle les conditions dans lesquelles il a été fait en Gironde. Aucune concertation avec le département. Aucune concertation avec le département. Fixation d'un taux à 1,2 de façon arbitraire. Et je répète ce que j'ai dit au débat d'orientation budgétaire, si le président ne l'a pas signé, c'était vraiment une position républicaine, parce qu'on ne peut pas admettre l'injustice d'où qu'elle vienne et quelle qu'elle soit. Après, si nous avions bénéficié d'une attention aussi favorable que celle qu'a bénéficié la métropole, et on a dit ce matin qu'il s'est réfugié un peu de temps en temps en disant qu'elle ne dépasserait pas le pacte de Cahors à 1,35 et qu'elle acceptait bien que le département fasse un effort au-delà de 1,20, je crois que là, il y avait quelque chose qui était fondamental. Nous ne pouvions pas accepter de signer quelque chose qui nous était imposé par l'État, ou alors c'était renoncer, mais alors vraiment renoncer à toute liberté de gestion. Le pacte est gelé, le pacte est suspendu, le pacte n'est pas supprimé. Alors 2022, ce serait une année exceptionnelle. Ça m'étonnerait que 2022, on revienne sur le pacte de Cahors. Moi, je pense qu'il s'appellera un jour le pacte de Metz, ou le pacte d'Évian, ou le pacte de Toulouse, ou le pacte de quelque part.
mais vous le retrouverez tôt ou tard dans la gestion des collectivités. Ce budget 2021, il se voit sous la forme d'un effet ciseau. Les recettes du département augmentent de 0,11%. Autant dire que, elles n'évoluent pas dans l'état actuel du budget. En cours d'année, il est possible qu'il y ait des ajustements qui interviennent. Je rappelle aussi quelque chose qui est choquant, c'est que désormais, nos seules recettes variables sont des recettes liées à l'activité économique et non plus à quelque chose qui ressemblerait à une contribution citoyenne à l'effort de solidarité. Les DMTO, alors j'ai pris un coup au moral hier quand j'ai vu l'article de Sud-Ouest qui disait 42% de baisse des transactions immobilières. Peut-être que le mois prochain, l'article dira rebond de 15%. Et peut-être qu'il dira au mois de mars, ouh là là, ça va très mal, il y a encore une baisse. Les DMTO, c'est une activité économique avec ce que ça comporte. Une collègue disait que sa fille qui travaillait dans une agence immobilière avait touché 2 fois 1 500 € depuis le début de l'année. Si le marché immobilier était si fiable que ça, je suppose que les rémunérations seraient plus durables dans le temps. Les DMTO, cette année, nous termineront à un niveau que l'on n'espérait pas au début de la crise. Mais n'empêche que c'est quand même aléatoire. La TVA, alors le groupe Gironde Avenir avait déposé une motion sur ce problème-là. La TVA, ça fait des années que je répète et que le président répète que la TVA est aléatoire. C'est une fraction de TVA fixée par la loi des finances. L'année prochaine, cette fraction, elle sera cette année équivalente. L'année prochaine, personne ne le saura. Et également, on a des incertitudes sur tout un tas de péréquations dont on ne connaît pas l'avenir, mais peut-être que le sénateur Hervé Gillet, qui suit ça avec attention, va voter la loi. Non, il ne votera pas probablement la loi des finances, ça m'étonnerait. J'ai failli faire une erreur. Il ne votera pas la loi des finances. Au Sénat, d'ailleurs, c'est pas sûr qu'elle soit votée, d'ailleurs. Je ne sais pas, je ne connais pas. Mais j'ai vu qu'il y avait un désaccord entre l'Assemblée et le Sénat qui était assez gigantesque sur les appréciations. Sur le pacte de Cahors, je précise une chose qui a échappé à tout le monde. Le contentieux du pacte de Cahors est en cours. Et donc la prévision budgétaire qui vous est présentée ne tient pas compte du fait qu'une révision des sommes du pacte de Cahors peut arriver en cours d'année, avec tous les problèmes que ça posera. Les conclusions, on les a lues, elles existent, vous pouvez les voir sur le site de la Cour des comptes. Les conclusions du rapporteur public sont favorables à la requête du département. Mais on ne peut pas anticiper un jugement de la Cour du tribunal administratif. Alors les recettes fonctionnement, cette année, elles seront fixées à 1,635 milliard d'euros, 636 on va dire. Ce 1,636 milliard d'euros, il repose sur des variations qui sont très faibles. Entre la barre bleue, qui est la barre de 2021, et la barre jaune, il n'y a pas des variations, parce qu'à l'arrivée, ça fait 0,11. Donc on est à peu près dans la stabilité. On a prévu un peu moins de fiscalité, un peu plus de DMTO que l'on a cette année, avec l'espoir que le milieu économique reprenne. Les dotations, on n'espère rien des dotations. Je me suis amusé à regarder combien on avait par habitant de DGF en 2008. Elle était exactement le double de ce qu'elle est cette année, par habitant, le double. Pourquoi? Parce que les ponctions sous le mandat de François Hollande, et il y en a d'autres qui arrivent maintenant en permanence. Donc quand vous entendez certains députés dans les discours dire que l'État n'a jamais fait autant pour les collectivités territoriales, quelquefois il faudrait relativiser les choses. C'est une progression donc très faible des recettes, alors je ne vais pas vous faire le détail, c'est pratiquement les mêmes sommes. La progression des recettes 0,1 par rapport au compte administratif prévisionnel est de moins 0,3. Elles sont en baisse de moins 0,3 par rapport au budget primitif comme vous avez proposé l'année dernière. Le dynamisme des DMTO, pour l'instant, croisez les doigts, suivez les chiffres quotidiens, consultez votre notaire et surtout achetez les biens.
Si vous avez quelques châteaux en propriété propre à racheter, n'hésitez pas. Le département vous donnera un t-shirt des scènes d'été. Pour la fiscalité, qu'est-ce qu'il y a dans la fiscalité? Le foncier bâti, il n'existe plus. La TVA, vous l'avez avec la fraction de TVA. La CVAE, on peut espérer un bon chiffre de CVAE parce qu'il est calculé sur l'année N-2. C'est ça? N-2. Les IFER, les rôles supplémentaires, etc., tout ça, il va falloir l'oublier parce qu'il n'y a qu'une seule partie de tout ça qui reste, la fraction de TVA. La fiscalité transférée, la taxe sur les produits pétroliers, le télétravail ne va pas améliorer la taxe sur les produits pétroliers, et la taxe sur les assurances, il paraît qu'ils vont vous faire des cadeaux en baissant les primes puisqu'il y a eu peu d'assurances. Les autres fiscalités, la taxe sur l'électricité, elle peut augmenter un peu. La taxe d'aménagement, on l'a considéré qu'elle allait se stabiliser. La taxe de séjour et la redevance des mines. Donc ça donne des dépenses réelles de fonctionnement que l'on chiffre à 1,548 milliard d'euros. Je l'ai dit, il y a un chiffre clé dans ce budget qui va, pour ceux qui le voteront, sera historique, puisque nous avons 1,15 milliard, enfin 1,20 milliard, grosso modo, de dépenses de solidarité. C'est un chiffre qui est un cap qui a été franchi, que nous n'imaginions pas franchir un jour. Je suis persuadé qu'à la fin de l'année, et quand on vous présentera le compte administratif 2021, Président, vous verrez que ça sera au-delà de 1,15 milliard. Je suis sûr qu'on ne sera pas loin de 1,20 milliard, ou 5 à 6 ou 7 millions, voire 10 millions de plus. En ce qui concerne les dépenses de personnel, la hausse n'est que de 1,6%. Arnaud Arfeuille vous a donné les repères. C'est pas du luxe, comme dirait Arnaud, mais n'empêche qu'à plus 1,6%, c'est surtout la prise en compte des emplois qui ont été créés et des mesures de GVT que l'on est obligé de prendre. Et les emplois que l'on a créés pour les collèges, etc. Mais il n'y a pas de gras là-dedans, ça je vous le garantis. Le 10, je vous l'ai expliqué. En fait, c'est beaucoup plus que ça, c'est 3 millions de plus, 1% c'est déjà, c'est pas le vrai pourcentage, puisque c'est calculé par rapport au CA et au BP. Les transports, je vous l'ai dit déjà, c'est le transport handicapé. Il y a eu une baisse cette année pendant le Covid, puisqu'il n'y a pas eu les transports, donc on les remonte à un niveau plus conséquent. Les dotations collège, vous avez adopté le rapport, elle est en augmentation de 2,5%. La prévention spécialisée est adaptée aussi parce que la période Covid a donné des chiffres pour les associations. Donc il a été convenu avec la vice-présidente en charge que nous reverrions les situations de chaque association et qu'il y aurait un ajustement à effectuer au BS en fonction des constats effectués sur les activités des associations. Les subventions sont en hausse dans le contexte actuel. Je le dis parce que tout à l'heure on a demandé qu'on fasse un effort pour la culture et on a prévu peut-être une réserve financière pour intervenir dans ce domaine-là. Elle sera en dépense imprévue mais que vous pourrez utiliser au BS si vous en avez besoin. Les participations, c'est ce que l'on donne à un certain nombre de structures. La péréquation, on la prévoit en baisse, parce que comme notre chiffre de droit de mutation est en baisse, et comme la population augmente, on peut espérer bénéficier d'un peu plus de charges, un peu moins de péréquation à payer. Les dépenses de voirie sont en hausse. J'ai dit l'autre jour que ce n'était pas un luxe, puisqu'on revient à l'étal des années antérieures, et que si le chiffre est bas en 2020, c'est à cause des chantiers qui ont été repoussés dans la période de Covid. Là, on revient à plus de 10 millions, mais c'est pour rattraper le retard de l'année précédente. Toujours un effort sur les frais généraux. Vous avez adopté une politique d'achat, vous avez adopté un certain nombre de principes. Ces frais généraux, nous cherchons encore à les réduire, mais je l'ai dit au débat d'orientation budgétaire, il ne faut pas rêver. On arrivera à un moment où, à force de dire qu'on réduit les frais généraux,
ils seront plus généraux, quoi. Il arrivera un moment où c'est pas possible. Vous ne pouvez pas renégocier 10 fois les contrats d'assurance, vous ne pouvez pas renégocier tous les efforts qui ont été faits pour les locations que l'on supprime, etc. Il y a un moment où ça sera impossible de continuer. Mais le pari est fait de les baisser. La reprise financière, elle n'existe plus. Ça nous libère 24 millions d'euros. Les autres charges et les intérêts des emprunts, ils augmentent légèrement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 2021, ils dépasseront légèrement 1,1 à 1,2%. En fait, le total de nos dépenses de fonctionnement est en légère baisse sur la réalité de ce tableau, mais par contre, attention, il n'y a pas les dépenses Covid dans ce tableau et la reprise. Donc en fait, nos dépenses de fonctionnement sont en hausse de 3,4%, hors Covid et hors reprise, dont l'effet ciseau est bien réel, plus 0,11, plus 3,4. Ce que je voulais également vous dire et qui est important, c'est que sur les dépenses que vous avez constatées dans les transports, dans les transferts, qu'est-ce qu'il y avait dans les dotations de transfert? Il y a les syndicats des ports, il y a l'argent que l'on avait compris avec Bordeaux Métropole sur un certain nombre de sujets, et elle reste figée à 7,2 millions d'euros. Les intérêts de la dette seront inférieurs à 14 millions d'euros, ce qui nous permet de vous assurer que nous ne dépenserons pas des frais financiers exorbitants. Le détail de l'action sociale, rassurez-vous, ça va aller très vite. Le RSA, nous avons prévu plus 4,3% d'augmentation des allocations. C'était la base estimée au moment de l'établissement du budget. L'APA sera stable, d'après les estimations, grâce à des efforts faits, et je l'ai dit aussi, avec probablement des frais supplémentaires qui arriveront dans le mandat si on doit renégocier le statut des personnes qui apportent de l'aide à domicile et qui sont des personnes désormais indispensables dans le cas du vieillissement de la population. La PCH qui augmente encore, et nous avons prévu de dépasser 110 millions d'euros cette année en PCH, ce qui est un chiffre relativement conséquent et qui monte chaque année de façon très importante. Ne vous fiez pas à l'hébergement des personnes âgées, c'est une idée du DGS qui a trouvé un moyen technique de réduire nos dépenses sans qu'elles soient diminuées, c'est-à-dire, pour être clair, en jouant sur la part des familles qui ne serait plus avancée par le conseil départemental, mais qui serait recouvrée par les établissements eux-mêmes. Puisque nous payons à l'établissement des familles, après nous nous remboursons. Ça fait tout un tas de complexités, alors que les établissements ont la possibilité, par le recours aux percepteurs ou à leurs trésoriers, de recouvrer de la même façon que le département, les familles. Donc il y aura une expérimentation sur 12 établissements de test, dont on a considéré que la trésorerie permettait cette expérimentation. C'est pas encore finalisé, puisqu'il faut travailler là-dessus. Mais l'économie est substantielle sans que ça change le statut des personnes hébergées en EHPAD. L'hébergement enfant, vous avez bien entendu dans le rapport de Marie-Claude Aguilana qu'il faut encore faire un effort sur ce secteur-là. Les subventions sociales également, dans le contexte actuel, il serait malsain de les diminuer. La conférence des financeurs, ça c'est à égalité, donc ça c'est pas une dépense que l'on a, puisqu'elle est financée de l'autre côté. Et par contre, sur le divers social, nous allons essayer de réduire, de rendre plus efficiente un certain nombre d'aides. Pour la première fois, un budget prévoit une augmentation de la DGS que de 1,9%. Je souhaite le plus grand plaisir possible au DGS et à la DGA concernée, parce que ça va être un challenge que de rendre efficientes des politiques sans qu'on les supprime ou sans qu'elles apparaissent en diminution réelle auprès des habitants. Le vrai problème du budget et la vraie dimension du budget, on la trouve dans l'investissement, puisque je vous ai déjà dit que nous avons été à la fin de l'année 2020, d'après l'estimation là aussi du chiffre 2020, nous serons à 1,267 milliard d'euros, 268 millions d'euros,
puisque le chiffre de 2020 sera un excellent chiffre au niveau de la réalisation des investissements, notamment dans les collèges, puisque nous pouvons être à 105 millions d'euros, ce qui est une somme conséquente. La politique des collèges au BP 2021 qui vous est proposée atteint en crédit de paiement 144 millions d'euros. 144 millions d'euros, c'est le plus gros chiffre qu'on ait jamais mis dans une politique d'investissement. Il n'y a pas eu de chiffre de ce type-là dans aucun budget d'investissement dans les, je ne sais pas en francs, je ne sais pas converti de francs, mais on n'a jamais atteint ce niveau-là. Les politiques de mobilité sont à 43 millions d'euros, 44 millions d'euros, et ensuite on décline les autres chapitres. J'insisterai aussi, parce que ça a été dit dans le rapport par Sophie Piquemal, nous sommes à plus de 10 millions d'euros sur le logement. C'est une préoccupation qui se traduit par des crédits de paiement assez élevés sur l'année 2021. Les crédits proposés, donc que l'on cible en investissement, sont de 271 millions d'euros avec un lissage des ENS de 9,5 millions d'euros. C'est la preuve que le département maintient sa capacité d'investissement, que cette capacité d'investissement se retrouvera probablement dans les années futures et que cette capacité d'investissement doit permettre à la Gironde d'adapter tous ses équipements à l'augmentation croissante de la population. Ce qui donne un équilibre général du budget primitif. Pour terminer de la manière suivante, nous avons 186 millions de dotations, nous avons prévu des DMTO à hauteur de 410,7 millions d'euros. Les autres recettes, alors 410 millions d'euros, après il faut enlever la péréquation quand même. Les autres recettes sont à 676 millions d'euros. La TVA récupérée à 363 millions d'euros, la part TVA qu'on va nous donner. Ce qui nous permet de répartir dans les dépenses à l'action sociale, vous l'avez vu, à plus de 1 milliard. Les autres dépenses à peu près 300 millions. Les dépenses de personnel à 233 millions d'euros. L'unité de la dette en dessous de 14 millions d'euros, ce qui nous permet de dégager, et c'est là qu'il faut être lucide, une épargne brute planchée, pas une épargne brute qui sera réalisée au compte administratif. Parce que quelquefois on croit que je fais exprès avec les services de minorer cette somme-là, on l'a présentée planchée, elle ne pourra être, selon moi, que meilleure que celle qui vous est présentée, mais nous le savons, nous l'assumons, nous partons le plus bas possible pour essayer de l'améliorer au fil de l'année. Cette épargne brute vous est présentée dans l'investissement, des recettes propres, elles sont faibles, 52 millions d'euros, mais attention, comme le budget a été réalisé bien avant les négociations menées par le président, le plan de relance n'est pas inclus. Donc ça améliorera forcément, ça viendra soit en diminution de nos emprunts, soit en autofinancement supplémentaire. Ça c'est un choix qui sera effectué en cours d'année, qui ne sera pas négligeable. Mais ce plan de relance, on ne l'a pas mis parce qu'il n'est pas signé, à ma connaissance, sauf qu'il n'est pas signé. La Charente-Maritime a été plus rapide que la Gironde, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu quelques jalousies, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et l'emprunt d'équilibre qui est prévu, c'est un emprunt théorique qui ne tient pas compte et du plan de relance et de notre capacité d'amélioration de notre financement et de notre épargne brute. Et donc cet emprunt d'équilibre est un emprunt qui ne se réalisera pas, j'en suis certain, sur son volume maximum. Les dépenses d'investissement, 271,1 millions d'euros. Et vous avez un budget qui est à la fois dynamique, qui est à la fois rigoureux dans ses dépenses, mais qui n'est pas flamboyant sur le fonctionnement. C'est une certitude. Pour terminer, moi je voulais vous dire quelque chose, c'est que simplement, mes chers collègues, ces prévisions budgétaires 2021 reflètent une volonté du président et de sa majorité de ne pas être, contrairement à ce qui peut être écrit ou dit, dans une opposition obstinée, mais dans une proposition concrète, utile à l'intérêt général. Dans la renonciation à ces valeurs, nous ne renonçons pas à nos valeurs, elles y sont. Les mots-clés, solidarité, action publique dynamique, elles sont là dans ce budget.
mais on essaie de les adapter dans leur mise en œuvre dans un contexte très mouvant et très incertain. On ne dit pas que le département est dans le désespoir total. J'ai même entendu dire que nous étions ruinés, qu'il n'était même pas certain qu'on puisse payer les indemnités des élus dans cette salle, ce qui serait un drame, vous en conviendrez. C'est dans le désespoir d'évolution nationale, et c'est ça qui est inquiétant dans ce budget, c'est que seront les évolutions nationales dangereuses, et ces évolutions vont toujours à l'encontre d'une dynamique départementale connue et reconnue. On le constatera, le bien fondé de ce budget au moment du compte administratif, je ne serai plus là pour le voir, mais je vous promets que je vous regarderai sur Internet, à la télé, vous serez magnifique, et vous direz « Ah, ce Bernard, il racontait bien des bêtises, rien ne se vérifie ». C'est ce qu'il faut dire toujours. Je ne serai pas à cette place pour le faire, mais je peux me permettre de souligner à mes collègues de la majorité départementale, et je les assure en toute sincérité, qui n'auront ni à rougir ni à verdir du résultat. Encore une fois, le département aura été en 2021 au rendez-vous des besoins des Girondines et des Girondins. Merci Jean-Marie. Tu as porté ici toutes ces idées les uns après les autres. Quand tu as présenté ce découpage, je comprends bien, mais malgré tout, c'est grâce à toi et au service qui travaille à côté que nous avons pu, de ces années, à la fois remplir les engagements que tu as